Dans la nuit du 23 août 1857, dans une plantation isolée de Louisiane, une femme de 103 ans a pris un couteau de cuisine et a tranché la gorge de 7 personnes pendant leur sommeil. Son nom était Edna, et pendant 86 ans, elle avait été leur propriété. Mais avant de découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, abonne-toi à cette chaîne et laisse un commentaire pour nous dire de quelle ville tu nous écoutes. Cette histoire va te glacer le sang. Et je veux savoir où dans le monde mes auditeurs ont senti ce frisson monter le long de leur colonne vertébrale. L'histoire commence bien avant cette nuit sanglante, dans les terres humides et suffocantes du sud de la Louisiane, à environ 60 km au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans. C'était une région où les plantations de canne à sucre s'étendaient à perte de vue, où l'air était épais de chaleur et du parfum lourd des magnolias, où le chant des cigales se mêlait au chant de travail des esclaves dans les champs. L'année était 1857, et même si l'abolition de l'esclavage était déjà une réalité dans plusieurs États du Nord, la Louisiane demeurait fermement ancrée dans son système esclavagiste, système qui avait fait la fortune de familles entières depuis des générations. La plantation en question portait le nom de Bellevue, un domaine qui s'étendait sur près de 1200 hectares de terres fertiles. La grande maison, construite dans le style néocolonial typique de la région, se dressait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires dont les branches formaient une voûte naturelle au-dessus du chemin. La façade blanche de la demeure brillait sous le soleil impitoyable de l'été, avec ses colonnes doriques imposantes et ses balcons en fer forgé qui témoignaient de la richesse de ses propriétaires. Derrière cette façade majestueuse se cachaient les quartiers des esclaves. Une série de cabanes en bois brut disposées en rangées parallèles, suffisamment loin de la grande maison pour que les cris et les pleurs ne dérangent pas le sommeil des maîtres. La famille qui possédait Bellevue se nommait Duranceau. Ils étaient originaires de France, descendants d'une lignée de négociants qui avaient fait fortune dans le commerce triangulaire au siècle précédent. Philippe Duranceau, le patriarche actuel en 1857, était un homme dans la cinquantaine, corpulent, le visage rougi par l'alcool et le tempérament violent typique de ceux qui exercent un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains. Son épouse, Céleste, était une femme mince et pâle, constamment malade, qui passait la majorité de ses journées allongée dans sa chambre, les volets fermés, se plaignant de migraines et de vapeurs. Ils avaient 5 enfants, 3 fils et 2 filles, tous adultes maintenant, mais qui vivaient encore dans la grande maison ou dans des dépendances sur la propriété. L'aîné, Auguste, avait 32 ans et gérait les opérations quotidiennes de la plantation avec une cruauté méthodique qui dépassait même celle de son père. Il était marié à une femme nommée Mathilde, originaire d'une autre famille de planteurs, et ensemble, ils avaient 2 jeunes enfants. Le second fils, Louis, âgé de 29 ans, s'occupait des aspects commerciaux, voyageant régulièrement à la Nouvelle-Orléans pour négocier la vente du sucre et l'achat de nouveaux esclaves. Le troisième fils, Étienne, le plus jeune à 24 ans, était celui que l'on pourrait qualifier de plus doux, de la fratrie, bien que ce terme soit relatif dans un tel contexte. Les 2 filles, Amélie et Victoire, âgées respectivement de 27 et 25 ans, vivaient encore sous le toit familial, attendant des mariages arrangés avec d'autres familles de planteurs de la région. Parmi les 147 esclaves qui travaillaient à Bellevue, Edna occupait une position particulière. Elle était la plus âgée, de très loin. Alors que l'espérance de vie d'un esclave dans les plantations de canne à sucre dépassait rarement 45 ans à cause des conditions de travail brutales, Edna avait survécu pendant plus d'1 siècle. Elle était arrivée à Bellevue en 1771, à l'âge de 17 ans, achetée par le grand-père de Philippe Duranceau lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. C'était une jeune femme capturée en Afrique de l'Ouest, dans ce qui est aujourd'hui le territoire du Bénin, arrachée à sa famille et transportée dans les cales infernales d'un navire négrier pendant 3 mois. Au fil des décennies, Edna avait vu se succéder 3 générations de maîtres Duranceau.
Elle avait travaillé dans les champs de canne pendant 40 ans, jusqu'à ce que son corps commence à céder sous le poids du labeur incessant. Puis on l'avait transférée à la cuisine de la grande maison, où elle avait passé les 40 années suivantes à préparer les repas de la famille, à servir à table, à nettoyer, à accomplir toutes ces tâches domestiques que les maîtres considéraient comme allant de soi. À 103 ans, elle était devenue une sorte de meuble vivant, une présence si ancienne et si constante qu'on ne la remarquait plus vraiment. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Sa peau ridée comme du cuir tanné par des décennies de soleil brutal, son dos courbé de façon permanente. Ses mains tremblaient lorsqu'elle portait les plats, ses genoux craquaient à chaque pas, mais elle continuait à travailler, car c'était tout ce qu'elle avait jamais connu. Les Duranceau aimaient à se présenter comme des maîtres bienveillants. Philippe racontait volontiers à ses invités qu'il traitait ses esclaves avec humanité, qu'il veillait à ce qu'ils soient bien nourris et logés, qu'il n'utilisait le fouet que lorsque c'était absolument nécessaire pour maintenir la discipline. C'était le discours standard des planteurs de l'époque, un mensonge collectif qu'ils se racontaient pour apaiser leur conscience. La réalité était bien différente. Les esclaves de Bellevue travaillaient 18 heures par jour pendant la saison des récoltes, sous une chaleur étouffante qui faisait régulièrement des victimes. Les punitions étaient fréquentes et créatives. Le fouet, bien sûr, mais aussi les fers aux pieds, l'exposition au soleil attachée à un poteau, la privation de nourriture, l'isolement dans des cellules sans lumière, creusées dans le sol. Edna avait tout vu. Elle avait vu des femmes violées par les maîtres et leurs fils, puis revendues lorsqu'elles tombaient enceintes pour éviter le scandale. Elle avait vu des enfants arrachés à leur mère et vendus à des plantations lointaines. Elle avait vu des hommes fouettés jusqu'à ce que la chair se détache de leur dos en lambeaux sanglants. Elle avait vu des tentatives d'évasion qui se terminaient par des pendaisons publiques destinées à servir d'exemple. Et pendant tout ce temps, elle avait gardé le silence, courbant la tête, murmurant « Oui, maître » et « Oui, maîtresse », survivant année après année alors que tant d'autres mouraient autour d'elle. Mais quelque chose avait commencé à changer en Edna au cours des derniers mois. Ceux qui travaillaient avec elle dans la cuisine avaient remarqué des signes étranges. Elle murmurait parfois toute seule en accomplissant ses tâches, dans cette langue africaine que personne d'autre ne comprenait plus, car tous ceux de sa génération étaient morts depuis longtemps. Ses yeux, autrefois résignés et éteints, semblait avoir retrouvé une certaine intensité, une lueur que personne ne pouvait tout à fait identifier. Elle dormait moins, se réveillant souvent au milieu de la nuit, fixant l'obscurité de sa cabane pendant des heures. Et elle avait commencé à poser des questions étranges aux autres esclaves, des questions sur le nombre exact de personnes qui dormaient dans la grande maison, sur les habitudes nocturnes de la famille, sur où se trouvaient les couteaux les plus aiguisés de la cuisine. L'été de 1857 fut particulièrement brutal. La chaleur était accablante, transformant les champs de canne en fournaises à ciel ouvert, où les esclaves s'effondraient régulièrement d'épuisement et de déshydratation. Dans la grande maison, les Duranceau cherchaient refuge derrière leurs volets fermés, buvant de la limonade glacée préparée par Edna, pendant que dans les champs, des hommes et des femmes mouraient de soif. Cette année-là, la récolte promettait d'être exceptionnelle, ce qui signifiait encore plus de travail, encore plus de pression, encore plus de violence pour maintenir le rythme de production. C'est en juillet que l'incident s'est produit, celui qui allait tout déclencher. Une jeune esclave nommée Clémentine, âgée de 16 ans, travaillait dans les champs depuis l'aube. C'était une fille mince et fragile, qui avait toujours eu une santé délicate. Vers 2 heures de l'après-midi, sous un soleil de plomb, elle s'est effondrée entre les rangées de cannes. Les autres esclaves ont voulu l'aider, lui apporter de l'eau, la mettre à l'ombre, mais le contremaître, un homme blanc nommé Boudreau, a refusé. Il a hurlé que personne ne s'arrêtait de travailler, que la fille était juste paresseuse, qu'elle simulait pour échapper au labeur. Lorsque Clémentine n'a pas pu se relever, il l'a fouettée, là, sous le soleil brûlant, devant tous les autres esclaves forcés de continuer à travailler comme si de rien n'était. Clémentine est morte 3 heures plus tard,
toujours allongée dans le champ. Quand le contremaître s'est finalement rendu compte qu'elle ne bougeait plus, il a ordonné à 2 esclaves de transporter son corps jusqu'au quartier. Pas de médecin, pas de cérémonie. Juste un corps de plus, une perte comptable à inscrire dans les registres de la plantation. Le soir même, on l'a enterré dans le petit cimetière non marqué derrière les cabanes, là où reposaient déjà des centaines d'autres esclaves morts à belle vue au fil des décennies. Edna était la grand-mère de Clémentine. Enfin, pas biologiquement, car tous les enfants qu'Edna avait portés lui avaient été arrachés et vendus quand ils étaient petits, dans les années 1790. Mais dans la communauté des esclaves, où les liens de sang étaient constamment brisés par les ventes et les séparations, on créait d'autres liens. Edna avait veillé sur Clémentine depuis sa naissance, lui avait appris à marcher, à parler, à survivre. C'était sa petite fille de cœur, peut-être la dernière personne au monde qu'Edna aimait vraiment. Le soir de la mort de Clémentine, Edna ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne montra aucune émotion visible. Elle prépara le dîner de la famille Duranceau comme elle le faisait tous les soirs. Soupe de légumes, poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts, tarte aux pêches pour le dessert. Elle servit à table avec ses mains tremblantes habituelles, remplissant les verres de vin, apportant les plats fumants, écoutant les conversations bruyantes de la famille qui riait et plaisantait sans même remarquer sa présence. Auguste Duranceau mentionna l'incident en passant entre 2 bouchées de poulet. Le contremaître a dû corriger une négresse paresseuse aujourd'hui. Elle a fait semblant d'être malade pour ne pas travailler. Finalement, il semble qu'elle soit morte. Faiblesse constitutionnelle sans doute. Nous devrons en acheter une autre à la Nouvelle-Orléans le mois prochain. Philippe acquiesça, s'essuyant la bouche avec sa serviette. Ces nègres deviennent de plus en plus fragiles. De mon temps, ils duraient plus longtemps. C'est la qualité qui baisse. Les négriers ne font plus attention à ce qu'ils capturent en Afrique. Les filles gloussèrent. Louis parla des prix du marché. Céleste se plaignit de ses migraines. Et Edna, debout dans le coin de la salle à manger, immobile comme une statue, les regardait manger. Ses yeux qui avaient vu 86 ans d'horreur, étaient fixés sur eux avec une intensité nouvelle. Quelque chose s'était cassé en elle ce jour-là, quelque chose qui ne pouvait plus être réparé. Après le dîner, quand la famille se retira dans le salon pour prendre du cognac et fumer des cigares, Edna retourna à la cuisine. Elle nettoya la vaisselle méthodiquement, rangea les restes, essuya les surfaces. Puis, quand tout fut terminé, elle resta debout devant le bloc de boucher où étaient rangés les couteaux de cuisine. Il y en avait de toutes les tailles, de petits couteaux à éplucher, des couteaux de table, des couteaux à découper et un grand couteau de boucher avec une lame de 20 cm, aiguisé récemment par le forgeron de la plantation. Edna tendit sa main ridée et saisit le manche du grand couteau. Elle le soupesa, sentant son poids, testant son équilibre. Puis elle le remit soigneusement à sa place et sortit de la cuisine pour retourner à sa cabane. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Pour la première fois en 86 ans, Edna n'était plus résignée. Elle avait pris une décision. Les semaines qui suivirent, la mort de Clémentine furent étranges à Bellevue. Une tension inhabituelle semblait planer sur la plantation. Quelque chose que les Duranceau ne percevaient pas, mais que les esclaves ressentaient profondément. Edna continuait son travail quotidien avec la même apparente docilité, mais ceux qui la connaissaient bien remarquaient des changements subtils. Elle parlait encore moins qu'avant, ce qui était déjà remarquable pour quelqu'un d'aussi silencieux. Ses mains ne tremblaient plus autant quand elle portait les plats. Et ses yeux laiteux voilés par les cataractes de la vieillesse, semblaient avoir retrouvé une clarté troublante. La nuit, dans les quartiers des esclaves, on commençait à raconter des histoires sur Edna. Des histoires anciennes que les plus vieux se rappelaient à peine. On disait que dans sa jeunesse, avant d'être capturée et amenée en Amérique, elle avait été une sorte de guérisseuse dans son village, une femme qui connaissait les plantes, les rituels,
les secrets transmis de génération en génération. On disait qu'elle pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas, qu'elle pouvait sentir la mort approcher, qu'elle avait survécu si longtemps parce qu'elle possédait une force que personne ne comprenait vraiment. Ces histoires n'étaient que des murmures, des fragments de mémoire déformés par le temps et la souffrance. Mais elles circulaient, néanmoins, créant une aura étrange autour de la vieille femme courbée qui préparait les repas de la famille. Certains esclaves commencèrent à la regarder différemment, avec un mélange de respect et de crainte. D'autres évitaient son regard, mal à l'aise face à cette intensité nouvelle qui brûlait derrière ses yeux fatigués. Un soir, environ 3 semaines après la mort de Clémentine, un jeune esclave nommé Isaac trouva le courage d'approcher Edna alors qu'elle était assise seule devant sa cabane, regardant les étoiles. Isaac avait 22 ans, né à Bellevue, et comme beaucoup d'esclaves nés en captivité, il avait intériorisé une certaine résignation face à son sort. Mais la mort de Clémentine l'avait secoué. Il connaissait la jeune fille depuis l'enfance. Sa mort brutale et l'indifférence totale de la famille Duranceau face à cette tragédie avaient réveillé en lui quelque chose de dangereux, la colère. « Grand-mère Edna », murmura-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Dans la communauté des esclaves, tous l'appelaient ainsi, même s'ils n'étaient pas liés par le sang. « Grand-mère Edna, que faisons-nous » Clémentine est morte. Elle était juste une enfant. Et ils ont ri. Ils ont ri pendant le dîner. Comment pouvons-nous continuer à vivre ainsi? Edna resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux toujours fixés sur les étoiles. Quand elle parla finalement, sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot portait un poids terrible. Pendant 86 ans, j'ai servi ces gens. J'ai vu leurs grands-parents mourir. J'ai vu leurs parents mourir. J'ai élevé leurs enfants, préparé leur nourriture, lavé leurs vêtements, nettoyé leurs déchets. Pendant 86 ans, j'ai courbé la tête et j'ai dit oui, maître. Oui, maîtresse. J'ai regardé mes propres enfants être vendus comme du bétail. J'ai vu des centaines de mes frères et sœurs mourir dans ces champs, dans ces cabanes, sous le fouet, sous le soleil. J'ai survécu parce que je pensais qu'un jour, peut-être, les choses changeraient. Mais rien ne change. Rien ne changera jamais. Pas tant qu'ils respireront. Isaac sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait jamais entendu Edna parler ainsi, avec cette rage froide et contrôlée qui vibrait dans chaque syllabe. « Que voulez-vous dire, grand-mère » Edna tourna finalement son regard vers lui. Dans l'obscurité, ses yeux semblaient briller d'une lueur étrange. « Je veux dire que j'ai 103 ans. Je veux dire que je n'ai plus rien à perdre. Je veux dire que je suis fatigué de courber la tête. Et je veux dire que Clémentine était la dernière personne en ce monde que j'aimais, et qu'ils l'ont tuée comme on écrase un insecte. » Un long silence tomba entre eux. Isaac voulait dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il sentait qu'il se trouvait à un moment charnière, que les paroles échangées cette nuit-là auraient des conséquences qu'il ne pouvait pas encore imaginer. « Que comptez-vous faire » demanda-t-il finalement, sa voix tremblante. Edna se leva lentement, ses vieux os craquant dans l'effort. Elle posa une main ridée sur l'épaule d'Isaac. « Moins tu en sauras, mieux ce sera. Mais écoute-moi bien, mon garçon, dans quelques semaines, les choses vont changer ici. Quand cela arrivera, tu ne poseras pas de questions. Tu resteras dans ta cabane, tu fermeras tes yeux, tu te boucheras les oreilles et tu ne diras rien à personne. Jamais. Tu comprends ?» Isaac hocha la tête, incapable de parler. Edna lui tapota l'épaule et retourna dans sa cabane, le laissant seul sous les étoiles, le cœur battant la chamade, se demandant ce qu'il venait d'entendre et s'il aurait dû l'empêcher ou l'encourager. Au cours des jours suivants, Edna commença à préparer son plan avec une minutie qui démentait son grand âge. Elle observait la routine nocturne de la famille Duranceau avec une attention nouvelle. Elle notait qui allait se coucher à quelle heure, qui fermait sa porte à clé et qui ne le faisait pas, qui dormait profondément et qui avait le sommeil léger. Elle mémorisait l'emplacement de chaque chambre dans la grande maison,
Le chemin le plus silencieux pour y accéder, les planches du plancher qui grinçaient et celles qui restaient muettes. Elle commença également à écouter plus attentivement les conversations de la famille pendant les repas. Elle apprit qu'Auguste et sa femme Mathilde dormaient dans la chambre principale à l'étage, avec leurs 2 enfants dans des chambres adjacentes. Philippe et Céleste occupaient l'ancienne chambre des maîtres au rez-de-chaussée, près du bureau. Louis dormait dans une dépendance séparée, à environ 50 mètres de la maison principale. Étienne, le plus jeune fils, occupait une chambre au premier étage, à côté de ses sœurs Amélie et Victoire, qui partageaient une grande chambre communicante. Edna calcula qu'il y aurait 7 personnes dans la maison principale cette nuit-là. Philippe, Céleste, Auguste, Mathilde, Étienne, Amélie et Victoire. Les 2 enfants d'Auguste ne comptaient pas dans ses plans. Ils étaient trop jeunes, trop innocents. Louis, dans sa dépendance, serait probablement hors de portée. Mais 7, c'était suffisant. 7 vies pour 86 ans de servitude, pour la mort de Clémentine, pour tous les autres qu'elle avait vus mourir. 2 semaines après sa conversation avec Isaac, Edna choisit sa date. Ce serait le 23 août 1857. Elle avait calculé que ce soir-là, les Duranceau organiseraient un grand dîner avec des invités d'une plantation voisine. Cela signifiait qu'ils boiraient beaucoup de vin, qu'ils se coucheraient tard et épuisés, qu'ils dormiraient profondément. Les conditions seraient idéales. Si ce récit te donne déjà des frissons, je t'invite à liker cette vidéo et à me dire dans les commentaires ce que tu penses qu'Edna va faire. Crois-tu qu'elle va vraiment aller jusqu'au bout? Reste avec moi, car l'histoire ne fait que commencer, et ce qui va se passer ensuite va te glacer le sang. Le 23 août 1857 était un samedi. La journée commença comme toutes les autres à Bellevue, avec le son de la cloche qui réveillait les esclaves avant l'aube pour les envoyer dans les champs. Edna se leva de sa paillasse, son corps douloureux protestant contre chaque mouvement, et se dirigea vers la cuisine de la grande maison pour commencer ses tâches quotidiennes. Le dîner de ce soir-là devait être somptueux. Les invités étaient la famille Beauregard, des planteurs d'une propriété voisine, accompagnés de leur fille célibataire que l'on souhaitait présenter à Étienne Duranceau, dans l'espoir d'arranger un mariage avantageux pour les 2 familles. Edna passa toute la journée à préparer le repas. Soupe aux huîtres, rôti de bœuf, pommes de terre au gratin, asperges au beurre, salade de concombre, et pour couronner le tout, un gâteau aux noix de pécan recouvert de caramel. Pendant qu'elle travaillait, ses mains accomplissant mécaniquement les tâches qu'elles avaient répétées des milliers de fois, son esprit était ailleurs. Elle revoyait le visage de Clémentine, si jeune, si pleine de vie malgré les horreurs quotidiennes qu'elle endurait. Elle se rappelait ses propres enfants, vendus il y avait si longtemps qu'elle pouvait à peine se souvenir de leur visage. Elle pensait à tous ceux qu'elle avait aimés et perdus au fil des décennies, tous disparus dans le gouffre insatiable de cette institution monstrueuse qu'était l'esclavage. Les invités arrivèrent vers 6 heures du soir, leurs calèches tirées par des chevaux magnifiquement entretenus, leurs vêtements élégants témoignant de leur richesse. La famille Beauregard comptait 4 membres. Le père, Gustave, un homme imposant d'une 60aine d'années avec une barbe blanche soigneusement taillée. Sa femme Margot, une dame corpulente dont le visage conservait encore des traces de beauté fanée. Leur fils aîné, Fabien, un jeune homme de 25 ans au regard arrogant. Et leur fille, Rosalie, 19 ans, jolie mais timide, manifestement mal à l'aise dans son rôle de marchandise matrimoniale. Le dîner fut bruyant et joyeux, comme tous les dîners entre planteurs de cette époque. On parla affaires, prix du sucre sur le marché international, tensions politiques croissantes entre le Nord et le Sud concernant l'esclavage, dernier scandale mondain de la Nouvelle-Orléans. On but du vin français importé à grands frais, du cognac vieilli en fût de chêne, du champagne, pour célébrer les fiançailles officieuses d'Étienne et Rosalie, qui furent annoncées avec force toasts et félicitations. Edna servait, invisible, fantomatique, remplissant les verres, changeant les assiettes, important les plats. Personne ne la regardait vraiment.
Elle était juste là, comme les meubles, comme le papier peint, une présence si familière qu'elle en devenait transparente. À un moment donné, Auguste renversa du vin sur la nappe et cria après Edna de venir nettoyer immédiatement, comme si c'était sa faute à elle. Elle s'empressa d'obéir, tamponnant la tâche avec un chiffon pendant qu'Auguste continuait sa conversation sans même remarquer sa présence. Le repas dura 3 heures. Quand il se termina enfin, les hommes se retirèrent au salon pour fumer des cigares et boire encore plus de cognac, tandis que les femmes allèrent au petit salon pour prendre le café et discuter de sujets que l'on jugeait appropriés pour les dames. Mode, domesticité, potin sur d'autres familles. Edna et 2 autres esclaves domestiques débarrassèrent la table et nettoyèrent la salle à manger, puis la cuisine. Le travail fut interminable. Il était près de minuit quand tout fut enfin rangé et propre. Les invités Beauregard partirent vers 1 heure du matin, légèrement titubants mais de bonne humeur. Philippe Duranceau les raccompagna jusqu'à leur calèche, échangeant des poignées de main vigoureuses et des promesses de se revoir bientôt. Puis, la grande maison commença à se vider. Céleste, fatiguée et se plaignant de ses éternelles migraines, monta se coucher dès le départ des invités. Auguste et Mathilde la suivirent peu après, ainsi que les filles Amélie et Victoire. Philippe resta un peu plus longtemps dans son bureau, examinant des documents concernant les finances de la plantation. Étienne, euphorique après les fiançailles annoncées, resta dans le salon à boire encore un verre de cognac, rêvant à son avenir matrimonial. Vers 2 heures du matin, la maison était enfin silencieuse. Toutes les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une lampe à huile dans le bureau de Philippe qui finissait ses paperasses. Dans les quartiers des esclaves, la plupart dormaient déjà, épuisés par la longue journée de travail. Mais Edna, dans sa petite cabane, était parfaitement éveillée. Elle était assise sur sa paillasse, les yeux fixés sur l'obscurité, attendant. Elle attendit jusqu'à 3 heures du matin. À cette heure-là, même Philippe avait fini son travail et était monté se coucher. La plantation entière dormait, plongée dans ce silence particulier des heures les plus profondes de la nuit, quand même les insectes semblent s'être tus. Edna se leva alors, ses mouvements lents mais précis. Elle ne prit rien avec elle, pas même une lanterne. Elle connaissait le chemin vers la grande maison par cœur, l'ayant parcouru des milliers de fois. Elle pouvait le faire les yeux fermés. Elle sortit de sa cabane et traversa la cour entre les quartiers des esclaves et la grande maison. La nuit était chaude et humide, typique de l'été en Louisiane. Une lune à peine visible perçait à travers les nuages, projetant juste assez de lumière pour distinguer les formes dans l'obscurité. Edna avançait pieds nus dans l'herbe, faisant moins de bruit qu'une ombre. Son cœur battait calmement dans sa poitrine. Elle n'avait pas peur. Après 103 ans de vie, dont 86 en esclavage, elle avait dépassé la peur. Elle atteignit la porte de la cuisine à l'arrière de la grande maison. Elle n'était jamais verrouillée, car qui aurait imaginé qu'un esclave oserait entrer dans la maison des maîtres sans permission? Edna tourna la poignée doucement et poussa la porte. Elle s'ouvrit sans un grincement, révélant l'intérieur sombre de la cuisine. Edna entra et referma la porte derrière elle. Elle resta immobile un moment, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité encore plus profonde de l'intérieur. Puis, elle avança vers le bloc de boucher où étaient rangés les couteaux. Ses doigts trouvèrent le grand couteau de boucher, celui avec la lame de 20 centimètres qu'elle avait soupesé quelques semaines auparavant. Elle le saisit fermement. Le métal était froid contre sa paume. Tenant le couteau contre sa cuisse pour le cacher dans les plis de sa robe, Edna quitta la cuisine et avança dans le couloir qui menait au reste de la maison. Elle connaissait chaque recoin de cette demeure, ayant passé des décennies à la nettoyer, à la servir. Elle savait quelle planche du plancher grinçait, quel escalier craquait, où se trouvait chaque porte. Elle avançait comme un fantôme, silencieuse et déterminée. La première chambre sur le chemin d'Edna était celle de Philippe et Céleste, au rez-de-chaussée. Elle s'arrêta devant la porte fermée, écoutant.
À l'intérieur, elle pouvait entendre les ronflements sonores de Philippe, un son qu'elle connaissait bien car elle l'entendait souvent quand elle nettoyait le couloir pendant la journée. Céleste, elle, dormait dans un silence fragile, interrompu de temps en temps par de petits gémissements causés par ses migraines persistantes, même dans le sommeil. Edna posa sa main libre sur la poignée de la porte. Son cœur battait plus vite maintenant, non de peur, mais d'une anticipation terrible. C'était le moment. Après 86 ans, c'était enfin le moment où elle allait reprendre un peu de contrôle, où elle allait faire quelque chose qui comptait, où elle allait rendre une fraction de la douleur qu'on lui avait infligée. Elle tourna la poignée lentement, doucement. La porte s'ouvrit sans bruit, révélant l'intérieur obscur de la chambre. Edna entra, laissant ses yeux s'adapter à la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux. Elle pouvait voir les formes des deux corps dans le grand lit à baldaquin qui dominait la pièce. Philippe était sur le dos, sa bouche ouverte, d'où s'échappaient ses ronflements. Céleste était recroquevillée sur le côté, tournée vers la fenêtre. Edna avança jusqu'au lit, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le tapis épais. Elle se tint debout près de Philippe, regardant cet homme qui l'avait possédé comme on possède un meuble, qui ne l'avait jamais regardé comme un être humain, qui avait ri le jour de la mort de Clémentine. Elle leva le couteau, sa main ne tremblait plus. Ce qui se passa ensuite, Edna l'accomplirait avec une efficacité terrible qui témoignait de ses 103 ans de connaissance intime de la vie et de la mort. Elle savait où couper pour que ce soit rapide, pour que la victime n'ait pas le temps de crier, de se débattre, de réveiller les autres. Elle avait vu assez d'animaux abattus dans son existence pour comprendre la mécanique de la mort. Le couteau descendit rapidement, une fois, deux fois. Philippe eut à peine le temps de se réveiller, ses yeux s'ouvrant dans la confusion avant que l'obscurité finale ne l'emporte. Céleste, réveillée par le mouvement dans le lit, commença à se retourner, sa bouche s'ouvrant pour poser une question ou pousser un cri. Mais Edna était déjà là, et le couteau fit son travail avant qu'aucun son ne puisse sortir. Le silence qui suivit était absolu. Edna resta debout près du lit, regardant ce qu'elle venait de faire. Elle ne ressentait ni remords, ni satisfaction. Seulement une étrange vacuité, comme si elle venait de franchir une frontière invisible, au-delà de laquelle les émotions normales n'avaient plus cours. Elle essuya la lame du couteau sur les draps du lit, puis quitta la chambre aussi silencieusement qu'elle y était entrée. Dans le couloir, elle s'arrêta un moment, écoutant. La maison restait plongée dans le silence. Personne n'avait entendu. Personne ne savait. Edna prit une longue inspiration et avança vers l'escalier qui menait à l'étage supérieur. Les marches de l'escalier étaient un défi. Edna les avait montées et descendues des milliers de fois, mais jamais dans de telles circonstances. Jamais avec ce poids terrible dans ses mains et dans son cœur. Elle monta lentement, testant chaque marche avant d'y poser son poids, évitant celle qu'elle savait grinçante. Cela lui prit plusieurs minutes pour atteindre le palier du premier étage, mais elle y parvint, sans faire de bruit. À l'étage, il y avait 4 chambres. Celle d'Auguste et Mathilde avec leurs enfants, celle d'Étienne, et celle partagée par Amélie et Victoire. Edna se dirigea d'abord vers la chambre d'Auguste. De tous les Duranceau, c'était lui qu'elle haïssait le plus. Philippe était cruel par tradition et habitude, mais Auguste était cruel par nature, avec une créativité dans la violence qui dépassait même celle de son père. C'était lui qui avait personnellement conçu certaines des punitions les plus atroces infligées aux esclaves de Bellevue. C'était lui qui prenait du plaisir à leur souffrance, qui souriait quand le fouet claquait. La chambre d'Auguste n'était pas fermée à clé. Edna entra et trouva le couple endormi. Auguste ronflant presque aussi fort que son père, Mathilde dormant paisiblement à ses côtés. Dans les chambres adjacentes, elle pouvait entendre la respiration douce de leurs 2 jeunes enfants. Edna s'approcha du lit, leva son couteau et répéta ce qu'elle avait fait en bas. Auguste, comme son père, eut à peine le temps de se réveiller. Mathilde non plus. Edna s'arrêta alors, debout au milieu de la chambre ensanglantée. Elle regarda vers les portes qui menaient aux chambres des enfants.
Ils étaient innocents. Ils étaient jeunes. Ils n'avaient encore fait de mal à personne. Quelque chose en elle, un dernier vestige d'humanité peut-être, refusa d'aller plus loin dans cette direction. Les enfants vivraient. Ils réveilleraient demain matin sans parents, traumatisés à jamais. Mais ils vivraient. Edna sortit de la chambre et se dirigea vers celle d'Étienne, le plus jeune fils d'Uranceau, celui qu'on considérait comme le plus doux, celui qui venait de se fiancer ce soir même avec la jeune Rosalie Beauregard. Edna se demanda brièvement si Étienne aurait été différent, si dans d'autres circonstances il aurait pu devenir un homme meilleur que son père et son frère. Mais ces questions étaient sans importance maintenant. Étienne était un Duranceau. Il avait grandi dans ce système, il en profitait, il le perpétuerait. Son destin était scellé. Elle entra dans sa chambre et trouva le jeune homme endormi, une expression de contentement sur son visage, rêvant probablement de sa future épouse et de la vie confortable qui l'attendait. Ce contentement ne dura pas longtemps. Comme les autres, Étienne passa de son rêve de bonheur à l'obscurité finale sans vraiment comprendre ce qui lui arrivait. Il ne restait plus qu'une chambre, celle d'Amélie et Victoire. Edna s'arrêta devant leur porte, hésitante pour la première fois. Les filles Duranceau n'avaient jamais été particulièrement cruelles envers les esclaves. Elles étaient plutôt indifférentes, vivant dans leur monde de robes et de bals et de conventions sociales, à peine conscientes de l'humanité des personnes qui les servaient. Mais cette indifférence même était une forme de cruauté, n'est-ce pas? Elles profitaient du système autant que leurs frères et leurs pères. Elles acceptaient sans questionner que d'autres êtres humains soient réduits en esclavage pour leur confort. Edna poussa la porte et entra. La chambre était plus grande que les autres, avec 2 lits séparés par une table de nuit. Amélie dormait dans le lit près de la fenêtre, Victoire dans celui près de la porte. Edna s'approcha d'abord d'Amélie, puis de Victoire. Et comme elle l'avait fait pour les autres, elle accomplit ce qu'elle avait décidé de faire. Quand ce fut terminé, Edna ressortit dans le couloir. Elle tenait toujours le couteau, maintenant alourdi par ce qui s'était passé. 7 personnes, 7 vies éteintes en moins d'1 heure. La maison était toujours silencieuse, mais c'était maintenant le silence de la mort, pas du sommeil. Edna descendit l'escalier, retourna à la cuisine, nettoya soigneusement le couteau et le remit à sa place sur le bloc de boucher. Puis elle sortit de la grande maison et retourna vers sa cabane. Le ciel commençait tout juste à pâlir à l'est, annonçant l'approche de l'aube. Dans quelques heures, la cloche sonnerait pour réveiller les esclaves. Et alors, quelqu'un entrerait dans la grande maison et découvrirait ce qui s'était passé. Mais pour le moment, dans cet espace transitoire entre la nuit et le jour, Edna marchait seule à travers la cour, une vieille femme de 103 ans qui venait de commettre l'impensable. Quand elle atteignit sa cabane, elle ne se coucha pas. Elle s'assit simplement sur sa paillasse, les mains posées sur ses genoux, et attendit. Elle attendit que le soleil se lève. Elle attendit que l'horreur soit découverte. Elle attendit que les conséquences de ses actes se déploient. Et pendant qu'elle attendait, pour la première fois en 86 ans, elle sentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. Elle se sentit libre. L'aube du 24 août 1857 se leva sur Bellevue comme toutes les autres aubes, avec le chant des oiseaux et la chaleur humide qui commençait déjà à envahir l'air. À 5h30 précise, le contremaître Boudreau sonna la cloche qui devait réveiller les esclaves pour une nouvelle journée de travail. Les hommes et les femmes sortirent de leurs cabanes, certains plus lentement que d'autres, tous résignés à affronter encore 18 heures de labeur sous le soleil impitoyable. Isaac, le jeune homme qui avait parlé avec Edna quelques semaines auparavant, émergea de sa cabane et chercha immédiatement la vieille femme du regard. Il la vit assise devant sa propre cabane, exactement dans la même position qu'elle avait maintenue toute la nuit. Leurs yeux se croisèrent pendant un bref instant. Isaac sentit un frisson de terreur pure le traverser. Il sut immédiatement, sans savoir comment il le savait, que quelque chose d'irréversible s'était produit.
Les esclaves se rassemblèrent pour recevoir leurs instructions quotidiennes du contremaître. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose d'étrange. Normalement, Philippe Duranceau ou son fils Auguste sortaient de la grande maison vers 6 heures pour superviser la répartition des tâches. Ce matin-là, personne ne sortit. Les minutes passèrent. 6 heures, puis 6h15, puis 6h30. Toujours personne. Le contremaître Boudreau commença à s'impatienter. Il envoya un jeune esclave domestique frapper à la porte de la grande maison pour réveiller les maîtres. Le garçon, nerveux à l'idée de déranger la famille, s'approcha timidement de la porte principale et frappa. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Toujours rien. Perplexe, il essaya la poignée et constata que la porte n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit et entra dans le hall d'entrée. « Maître Philippe » appela-t-il d'une voix hésitante. « Maître Auguste » Le silence lui répondit. Un silence épais, pesant, qui semblait avoir une texture presque physique. Le garçon avança prudemment vers la chambre de Philippe et Céleste au rez-de-chaussée. La porte était entr'ouverte. Il la poussa doucement et regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit le fit hurler. Un hurlement strident, perçant, qui déchira le silence de la matinée et figea tous ceux qui l'entendirent. Le contremaître Boudreau se précipita vers la maison, suivi de plusieurs autres personnes. Ils trouvèrent le garçon effondré dans le couloir, tremblant violemment, incapable de parler. Boudreau entra dans la chambre et vit la scène horrible. Il ressortit immédiatement, le visage aussi blanc que du papier, et vomit dans le couloir. Puis, reprenant un semblant de contrôle, il courut vers l'étage supérieur. Ce qu'il découvrit dans les chambres du premier étage le fit comprendre l'ampleur de l'horreur. Ce n'était pas un meurtre, c'était un massacre. Toute la famille Duranceau, sauf les 2 jeunes enfants qui dormaient encore innocemment dans leur chambre, avaient été assassinés pendant leur sommeil. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En moins d'1 heure, la plantation entière était en état de choc. Le contremaître envoya un messager à cheval vers la ville la plus proche pour alerter les autorités. D'autres messagers furent dépêchés vers les plantations voisines. Louis Duranceau, qui avait dormi dans la dépendance séparée et avait donc échappé au massacre, émergea pour découvrir que toute sa famille avait été anéantie en une seule nuit. Les esclaves, rassemblés dans la cour, observaient tout cela avec un mélange de terreur et de stupéfaction. Qui avait pu faire une chose pareille? Comment était-ce possible? La grande maison était à moins de 100 mètres de leur quartier. Comment quelqu'un avait-il pu entrer, tuer 7 personnes et ressortir sans que personne n'entende quoi que ce soit? C'est Louis Duranceau, fou de douleur et de rage, qui pensa le premier aux esclaves comme coupables potentiels. Après tout, qui d'autre aurait pu s'approcher de la maison sans éveiller les soupçons? Qui d'autre connaissait si bien la disposition des lieux? Il ordonna que tous les esclaves soient immédiatement rassemblés et fouillés. Les heures qui suivirent furent cauchemardesques. Les autorités locales arrivèrent vers midi. Le shérif du comté, un homme nommé Thibaudeau, accompagné de plusieurs adjoints et d'un médecin légiste. Ils examinèrent les scènes de crime et interrogèrent tout le monde. Louis insistait pour que tous les esclaves soient arrêtés et torturés jusqu'à ce que le coupable avoue. Le shérif, bien qu'également convaincu qu'il s'agissait du travail d'un esclave, était un peu plus méthodique dans son approche. Il fit interroger tous les esclaves un par un. Où étaient-ils la nuit dernière? Avaient-ils entendu quelque chose d'inhabituel? Connaissait-il quelqu'un qui aurait pu vouloir faire du mal à la famille Duranceau? Les réponses étaient toutes similaires. Non, rien entendu, rien vu, rien su. La plupart des esclaves étaient genuinement choqués et terrifiés. Ils comprenaient que même s'ils n'avaient rien fait, ils allaient tous payer pour ce crime. C'était toujours ainsi. Quand quelque chose de grave se passait, tous les esclaves souffraient. C'est vers 4 heures de l'après-midi que le shérif Thibaudeau pensa à examiner la cuisine de la grande maison. Il remarqua le bloc de boucher avec ses couteaux soigneusement rangés. Quelque chose dans la disposition des couteaux attira son attention. Ils étaient tous parfaitement alignés, trop parfaitement peut-être, comme si quelqu'un avait pris soin de les nettoyer
et de les ranger avec une attention inhabituelle. Il fit venir le médecin légiste qui examina les blessures des victimes et confirma que l'arme du crime était probablement un grand couteau de cuisine. Le shérif prit alors le grand couteau de boucher et l'examina attentivement. Il était propre, brillant, apparemment bien entretenu. Mais quand il le regarda de plus près à la lumière, il remarqua quelque chose dans la jointure entre la lame et le manche. Une minuscule trace de ce qui ressemblait à du sang séché, presque invisible, mais présente néanmoins. C'était l'arme du crime, il en était certain. Maintenant, la question était, qui avait accès à la cuisine? Qui aurait pu prendre ce couteau, commettre ces meurtres, puis le nettoyer et le ranger si soigneusement? Le shérif interrogea le contremaître sur les esclaves domestiques. Boudreau lui donna une liste de noms, 3 femmes qui travaillaient dans la cuisine et la maison. L'une d'elles était Edna. « Celle-là » demanda le shérif. « Une vieille femme de 103 ans? Tu es sérieux ?»« Elle est la plus ancienne, » répondit Boudreau. « Elle travaille dans la cuisine depuis 40 ans. Elle connaît cette maison mieux que quiconque. » Le shérif était sceptique. Comment une femme de 103 ans, courbée par l'âge, pouvait-elle avoir la force de tuer 7 personnes, dont certaines étaient des hommes vigoureux? Cela semblait impossible. Mais par souci d'exhaustivité, il décida quand même de l'interroger. On amena Edna devant le shérif. Elle avança lentement, sa démarche tremblante, son dos voûté, l'image même de la fragilité et de la vieillesse. Le shérif la regarda avec un mélange de pitié et d'impatience. « Ton nom est Edna ?» demanda-t-il. « Oui, maître », répondit Edna d'une voix faible. « Tu travailles dans la cuisine de la grande maison ?»« Oui, maître. »« Où étais-tu la nuit dernière ?»« Dans ma cabane, maître. Je dormais. As-tu entendu quelque chose d'inhabituel ?»« Non, maître. Je suis vieille. Je dors profondément. » Le shérif hocha la tête, prêt à la renvoyer. Mais quelque chose dans les yeux d'Edna attira son attention. Il y avait là une clarté, une intensité qui contrastait étrangement avec la fragilité apparente de son corps. Il la regarda plus attentivement. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda-t-il. « 86 ans, maître. »« 86 ans, » répéta le shérif, laissant le nombre résonner. « C'est long, très long. Tu as vu beaucoup de choses en 86 ans, j'imagine. »« Oui, maître, » dit Edna simplement. Un silence tomba. Le shérif continuait à regarder Edna, et Edna le regardait en retour. Et dans ce moment, quelque chose passa entre eux, une compréhension tacite. Le shérif vit dans ses vieux yeux fatigués quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant chez un esclave. Pas de la peur, pas de la soumission, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. « Montre-moi tes mains » ordonna-t-il soudainement. Edna tendit ses mains ridées. Le shérif les examina attentivement. Elles étaient propres, pas de traces visibles de sang. Mais ses paumes étaient calleuses, durcies par des décennies de travail, et ses doigts, malgré leur tremblement apparent, semblaient encore avoir une certaine force. C'étaient les mains de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à travailler, à accomplir des tâches difficiles. C'étaient des mains qui auraient pu, peut-être, tenir fermement un couteau. « C'était toi, n'est-ce pas ?» murmura le shérif, si bas que seule Edna pouvait l'entendre. Edna ne dit rien pendant un long moment. Puis, lentement, presque imperceptiblement, elle hocha la tête. Le shérif recula d'un pas, secoué. C'était impossible, c'était incompréhensible. Comment cette vieille femme, qui pouvait à peine marcher sans trembler, avait-elle pu accomplir un tel acte? Mais en même temps, en regardant Edna, il comprit que c'était la vérité. Peut-être que c'était précisément parce que tout le monde la considérait comme inoffensive, comme à peine humaine, qu'elle avait pu réussir. Personne ne soupçonnerait jamais une esclave de 103 ans. « Pourquoi ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Edna le regarda directement dans les yeux pour la première fois. « Ils ont tué Clémentine, ils ont tué tous mes enfants, ils ont tué des centaines des miens, pendant 86 ans. Pourquoi pas ?» La simplicité brutale de cette réponse laissa le shérif sans voix. Il comprenait, dans une partie de lui-même, qu'il préférait ne pas examiner de trop près,
que dans la logique tordue de ce système qu'ils avaient tous construit et maintenu, ce qui s'était passé était inévitable. On ne pouvait pas réduire des êtres humains en esclavage pendant des générations, les traiter comme du bétail, les torturer et les tuer impunément, sans qu'à un moment donné, l'un d'entre eux ne se rebelle de la manière la plus terrible qui soit. Mais cette compréhension ne changeait rien au fait. Un crime avait été commis, un crime monstrueux. Et en tant que représentant de la loi, le shérif avait un devoir à accomplir. Il appela ses adjoints. « Arrêtez cette femme », ordonna-t-il, « c'est elle qui a tué la famille Duranceau ». Un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée. Louis Duranceau se précipita en avant, le visage déformé par la rage. « Cette vieille négresse ? C'est impossible, tu te moques de moi ?» « Elle a avoué », répondit calmement le shérif. Louis regarda Edna comme s'il la voyait pour la première fois. Cette créature courbée, tremblante, qu'il n'avait jamais vraiment regardée de toute sa vie, avait massacré sa famille entière. L'absurdité de la situation le rendit presque fou. Il se jeta sur Edna, les mains tendues vers son cou, prêt à l'étrangler sur place. Les adjoints durent le retenir. « Elle sera jugée selon la loi », dit le shérif fermement. « Il y aura un procès. »« Un procès ?» cracha Louis. « Pour une négresse ? Elle devrait être pendue immédiatement. Mieux encore, elle devrait être brûlée vive pour ce qu'elle a fait. »« Il y aura un procès », répéta le shérif. Mais tout le monde savait que c'était une formalité. Le résultat était déjà connu. Une esclave qui avait tué 7 blancs, dont une famille entière de planteurs respectés, ne pouvait avoir qu'un seul destin. La seule question était de savoir si l'exécution serait rapide ou lente, publique ou privée, et quelle forme elle prendrait. Edna fut emmenée, les mains attachées derrière le dos, vers un chariot qui l'emmènerait à la prison du comté. Alors qu'elle passait devant les autres esclaves rassemblés dans la cour, un silence absolu régnait. Personne n'osait parler, personne n'osait bouger. Mais tous regardaient. Ils regardaient cette vieille femme qui avait fait l'impensable, qui avait franchi la ligne que personne n'osait franchir. Certains la regardaient avec horreur, d'autres avec une sorte d'admiration terrifiée, d'autres encore avec une tristesse profonde, sachant que ce qui allait lui arriver maintenant serait pire que la mort elle-même. Isaac, debout au bord de la foule, croisa une dernière fois le regard d'Edna. Elle lui adressa un imperceptible hochement de tête. Et dans ce geste minuscule, il comprit le message. Elle savait ce qu'elle avait fait, elle savait ce qui allait lui arriver, et elle l'acceptait. C'était le prix à payer. Mais pour la première fois en 86 ans, elle avait agi selon sa propre volonté. Elle avait repris le contrôle, ne serait-ce qu'un instant. Et cet instant valait le prix. Le chariot s'éloigna sur le chemin de terre, emportant Edna vers son destin. Derrière elle, la plantation Bellevue entrait dans une période de chaos et d'incertitude. Sans la famille Duranceau pour la diriger, sans structure claire de pouvoir, l'avenir de la propriété et de tous ceux qui y vivaient était incertain. Mais cela, c'était pour demain. Pour aujourd'hui, il y avait juste le choc, l'horreur et l'incrédulité face à ce qui venait de se passer. Le procès d'Edna eut lieu 3 semaines plus tard, le 15 septembre 1857, dans le tribunal du comté. Ce fut une affaire brève et sans surprise. Le juge, un homme âgé nommé Blanchard, qui avait lui-même possédé des esclaves pendant toute sa vie adulte, présida les audiences avec une expression de dégoût mêlé de fascination. Comment une simple esclave, une vieille femme à l'article de la mort, avait-elle pu commettre un tel massacre ? Les témoignages durèrent moins d'une journée. Le shérif Thibaudot expliqua comment l'enquête avait mené à Edna, comment elle avait avoué, comment toutes les preuves physiques confirmaient sa culpabilité. Le médecin légiste décrivit les blessures des victimes, la manière dont elles avaient été infligées, l'arme probablement utilisée. Plusieurs esclaves de Bellevue furent appelés à témoigner, mais la plupart ne purent dire que ce qu'ils ne savaient pas. Non, ils n'avaient rien vu, rien entendu, ils dormaient dans leur cabane.
Louis Duranceau, seul survivant adulte de la famille, donna un témoignage chargé d'émotion, décrivant la perte de son père, de ses frères, de ses sœurs, de sa belle-sœur. Il exigea la peine maximale pour Edna. « Cette créature, dit-il en pointant un doigt tremblant vers l'accusé, nous a servi pendant des décennies. Nous l'avons traitée avec bonté. Nous lui avons donné un toit, de la nourriture, un travail, et voilà comment elle nous remercie. Elle mérite la mort la plus lente et la plus douloureuse que la loi permet. » Edna, assise sur le banc des accusés, n'avait toujours montré aucune émotion tout au long du procès. Elle écoutait les témoignages avec une expression sereine, presque détachée, comme si tout cela concernait quelqu'un d'autre. Quand le juge lui demanda si elle avait quelque chose à dire pour sa défense, elle se leva lentement, ses chaînes cliquetant. « Je n'ai rien à dire pour ma défense, » dit-elle d'une voix claire qui surprit tout le monde par sa force. « J'ai fait ce que j'ai fait. Les raisons sont miennes. Vous ferez maintenant ce que vous devez faire. » Cette déclaration laconique provoqua un murmure dans la salle. Le juge frappa son marteau pour rétablir le silence. Il rendit son verdict sans même se retirer pour délibérer. Edna était coupable de 7 chefs d'accusation de meurtre. La sentence, mort par pendaison, à exécuter dans les 2 semaines suivantes. L'exécution fut fixée au 30 septembre 1857. Elle devait avoir lieu publiquement, sur la place principale de la ville, comme avertissement à tous les esclaves de la région sur ce qui arrivait à ceux qui osaient lever la main contre leur maître. Dans les jours précédant l'exécution, des centaines de planteurs et leurs familles affluèrent de tout le comté et même au-delà pour assister à l'événement. C'était à la fois un spectacle et une démonstration de pouvoir, une réaffirmation de l'ordre établi face à cette transgression inimaginable. Le matin du 30 septembre, Edna fut amenée de sa cellule vers la place publique dans un chariot ouvert, exposée aux regards et aux insultes de la foule qui s'était rassemblée. Certains criaient des obscénités, d'autres jetaient des ordures. Mais il y avait aussi, dans les marges de la foule, un certain nombre d'esclaves qui avaient été amenés par leur maître pour assister à l'exécution, forcés de regarder ce qui arrivait à ceux qui se rebellaient. Et dans les yeux de ces esclaves, il y avait quelque chose de différent. Pas de la célébration, certainement, mais peut-être une sorte de respect silencieux pour quelqu'un qui avait osé faire ce que personne d'autre n'aurait osé. La potence avait été érigée au centre de la place, une structure de bois brut, avec une plateforme, un escalier et une corde qui pendait du gibet, se balançant légèrement dans la brise du matin. Le bourreau, un homme masqué pour préserver son anonymat, attendait déjà sur la plateforme. Edna fut conduite en haut des marches, ses chaînes retirées seulement au dernier moment. Elle se tint debout, regardant la foule en contrebas, son visage toujours aussi serein. Le juge Blanchard lut l'acte d'accusation et la sentence d'une voix forte qui portait à travers la place. Puis, il demanda à Edna si elle avait des dernières paroles. Dans le silence qui suivit cette question, on aurait pu entendre une mouche voler. Toutes les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers la vieille femme sur la potence. Edna resta silencieuse pendant un long moment, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle voulait dire, ou si elle voulait dire quoi que ce soit. Puis elle parla, et sa voix, bien que faible en raison de son âge, portait néanmoins dans le silence absolu. « J'ai 103 ans. » commença-t-elle. « Pendant 86 de ces années, j'ai été votre propriété. J'ai planté votre canne. J'ai cuisiné votre nourriture. J'ai nettoyé vos maisons. J'ai élevé vos enfants. Et pendant tout ce temps, vous ne m'avez jamais regardé. Vous ne m'avez jamais vu. Pour vous, j'étais invisible, moins qu'humaine, juste un outil à utiliser et à jeter quand il ne servait plus. Vous m'avez pris mes enfants. Vous m'avez pris ma liberté, vous m'avez pris ma vie, et quand j'ai finalement repris un peu de cette vie, quand j'ai agi selon ma propre volonté, vous me condamnez. Eh bien, faites ce que vous devez faire. Mais sachez ceci, je ne regrette rien. Et quand je serai parti, d'autres viendront. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ils viendront, car vous ne pouvez pas maintenir ce système éternellement. Un jour,
D'une manière ou d'une autre, il tombera. Et tout ce que vous avez construit avec le sang et la souffrance de mes frères et sœurs tombera avec lui. » Ces mots provoquèrent un silence encore plus profond, si c'était possible. Certains dans la foule semblaient choqués par l'audace d'une esclave qui osait non seulement ne pas se repentir, mais prophétiser la chute du système esclavagiste lui-même. D'autres étaient mal à l'aise, car quelque part dans les profondeurs de leur conscience, ils savaient qu'Edna avait raison. Le système ne pouvait pas durer éternellement. Les tensions entre le Nord et le Sud s'intensifiaient. La guerre civile qui allait éclater 4 ans plus tard se profilait déjà à l'horizon. Le juge Blanchard, visiblement irrité par le discours d'Edna, fit un signe au bourreau. L'homme masqué s'avança, passa la corde autour du cou d'Edna et resserra le nœud. Edna ne résista pas, ne supplia pas, ne montra aucun signe de peur. Elle resta debout, droite malgré son grand âge, regardant droit devant elle. Le bourreau tira le levier. La trappe sous les pieds d'Edna s'ouvrit. Elle tomba. Et puis ce fut terminé. Après 103 ans de vie, dont 86 en esclavage, Edna mourut. Son corps fut laissé pendu pendant plusieurs heures comme avertissement, puis fut décroché et enterré dans une tombe non marquée, à l'écart, comme il était d'usage pour les criminels exécutés. Les semaines et les mois qui suivirent l'exécution d'Edna furent marqués par une atmosphère étrange à Bellevue et dans les plantations environnantes. La plantation elle-même tomba dans le chaos. Louis Duranceau, le seul membre adulte survivant de la famille, essaya de maintenir les opérations, mais il n'avait ni l'expérience ni l'autorité de son père et de son frère aîné. De plus, il était psychologiquement brisé par la perte de toute sa famille. Moins d'1 an après le massacre, il vendit la plantation à un consortium de négociants de la Nouvelle-Orléans et quitta la Louisiane pour toujours, incapable de continuer à vivre dans le lieu où sa famille avait été anéantie. Les esclaves de Bellevue furent dispersés, vendus à différentes plantations de la région. Mais l'histoire d'Edna les suivit. Elle devint une sorte de légende, racontée à voix basse dans les cabanes des esclaves, transmise de génération en génération. Certains la dépeignaient comme un monstre, une femme qui avait commis l'impensable. D'autres la voyaient comme une sorte de héroïne tragique, quelqu'un qui avait osé se rebeller contre l'oppression insupportable de l'esclavage, même si cela signifiait sa propre mort. Isaac, le jeune homme qui avait parlé avec Edna avant le massacre, fut vendu à une plantation dans une paroisse voisine. Il vécut jusqu'à la fin de la guerre civile et l'abolition de l'esclavage en 1865. Il eut des enfants et des petits-enfants, et à tous il raconta l'histoire de Mama Edna, comme on l'appelait maintenant. Mais il ne leur dit jamais qu'elle lui avait parlé de ses plans, qu'il avait su que quelque chose allait se passer. Ce secret, il l'emporta dans sa tombe. Quant à la grande maison de Bellevue, les nouveaux propriétaires essayèrent de la restaurer et de continuer les opérations de plantation. Mais quelque chose avait changé. Les esclaves qui y travaillaient parlaient d'une atmosphère oppressante, d'une sensation de malaise qui imprégnait les pièces où le massacre avait eu lieu. Certains prétendaient entendre des choses la nuit, des gémissements, des pas dans les couloirs, des portes qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Étaient-ce les fantômes de la famille Duranceau, ou était-ce la présence persistante d'Edna, accomplissant éternellement son acte de rébellion ultime? La maison elle-même ne survécut pas longtemps. Pendant la guerre civile, elle fut incendiée lors d'un raid de l'armée de l'Union en 1864. Les ruines fumantes restèrent comme un monument à ce qui s'était passé là, un rappel sinistre de la violence qui sous-tendait tout le système esclavagiste. Aujourd'hui, il ne reste rien de Bellevue. Le site a été avalé par la nature, recouvert par la végétation luxuriante de la Louisiane. Seuls quelques historiens locaux connaissent l'emplacement exact où se trouvait autrefois la plantation. Mais l'histoire d'Edna, elle, n'a jamais complètement disparu. Elle fut consignée dans les archives judiciaires du comté, dans les journaux de l'époque qui rapportèrent le massacre et le procès avec un mélange d'horreur et de fascination.
Elle fut transmise oralement dans la communauté afro-américaine de Louisiane, devenant au fil du temps un mélange de faits historiques et de folklore. Et de temps en temps, des chercheurs la redécouvraient, stupéfaits par cette histoire extraordinaire d'une femme de 103 ans qui avait tué 7 personnes dans un acte de vengeance désespéré contre un système qui l'avait opprimé pendant presque toute sa vie. La question qui hante encore ceux qui connaissent cette histoire est: était-ce de la justice ou était-ce du meurtre? Edna avait-elle le droit moral de faire ce qu'elle avait fait? Les Duranceau, aussi cruels qu'ils aient été, méritaient-ils la mort? Et qu'en est-il des filles, Amélie et Victoire, qui n'avaient jamais été particulièrement violentes, juste indifférentes? Auraient-elles dû vivre? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Ce qui est certain, c'est que l'histoire d'Edna nous force à confronter les horreurs de l'esclavage d'une manière viscérale et personnelle. Elle nous montre que derrière les statistiques et les analyses historiques, il y avait des êtres humains réels qui souffraient, qui enduraient, et qui parfois, poussés au-delà de ce que toute personne devrait avoir à supporter, se rebellaient de la manière la plus terrible qui soit. L'héritage d'Edna est complexe et dérangeant. Elle n'était ni une sainte ni un monstre, mais quelque chose de bien plus compliqué. Un être humain poussé au-delà des limites de ce que l'humanité peut supporter, qui a choisi d'agir d'une manière qui défie toute compréhension simple. Son acte était à la fois compréhensible et inexcusable, justifié et monstrueux. C'était le produit d'un système qui déshumanisait systématiquement des millions de personnes, qui réduisait des êtres humains à de simples propriétés, qui permettait et encourageait des cruautés indicibles. Alors, que penses-tu de cette histoire? Crois-tu qu'elle s'est vraiment passée? Edna était-elle justifiée dans ses actes? Ou a-t-elle franchi une ligne qui ne devrait jamais être franchie, quelles que soient les circonstances? Laisse un commentaire ci-dessous pour partager tes réflexions. Si cette histoire t'a troublé, t'a fait réfléchir ou t'a donné des frissons, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les histoires sombres et troublantes de notre passé. Car si nous ne nous souvenons pas de ces histoires, si nous ne les confrontons pas avec honnêteté et courage, nous risquons de répéter les horreurs qu'elles contiennent. Et maintenant, seul dans le silence qui suit cette histoire, peut-être te demanderas-tu: combien d'autres Edna y a-t-il eu? Combien d'autres histoires similaires sont enfouies dans les archives poussiéreuses, oubliées ou délibérément supprimées? Combien de voix silencieuses attendent encore d'être entendues, racontant des histoires de souffrance, de survie et de rébellion désespérée contre l'oppression? Ces questions continueront de te hanter longtemps après que tu auras fini d'écouter. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Car c'est seulement en nous laissant être hantés par le passé que nous pouvons espérer construire un avenir meilleur.